punk, je viens du 9-4, je viens des HLM. Je suis flou comme un macaque chez H&M. Joachim est un enfant de 8 ans. Il vit dans une banlieue tranquille, il aime jouer, dessiner et rêver comme tous les enfants de son âge. Mais un jour, à l'école, pendant que ses camarades et lui sélectionnent les joueurs qui vont constituer les deux équipes qui vont s'affronter dans la cour, un camarade le regarde de haut et dit « Tu ne peux pas être capitaine, t'es noir ». Ce jour-là, il comprend quelque chose. Il comprend que sa couleur de peau est un facteur de pouvoir ou d'impuissance. Bienvenue dans la réalité brutale du racisme. Cette réflexion m'a frappé en regardant un short d'une interview de l'humoriste Patrice Séboué qui disait que son père, médecin camerounais basé en France, parlait du racisme comme un rapport de force. Le racisme n'est pas qu'une affaire de préjugés ou d'ignorance. Le racisme est avant tout un rapport de force, un pouvoir social, culturel, économique. Une domination qui s'exerce de 1000 manières. Pour comprendre ce mécanisme, il faut aller plus loin que les apparences. Le racisme n'est pas simplement une question de haine, c'est une question de hiérarchie. Analysons cela avec une structure dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Commençons par ce qu'on voit, le racisme comme outil de hiérarchisation des êtres humains. Dès le XVe siècle, au moment des grandes explorations, une question se pose. Comment justifier l'exploitation des êtres humains différents? La réponse sera idéologique. On invente la race. On dit alors que certaines races sont supérieures à d'autres, que les blancs sont civilisés, que les noirs sont proches de l'animal et que les indigènes ont besoin d'être guidés. Ces idées ne sont pas nées par hasard. Elles répondent à des besoins économiques et politiques. Coloniser les terres, réduire des peuples en esclavage, justifier l'injustifiable. Prenons l'exemple de la traite négrière. Pendant plus de 400 ans, plus de 12,5 millions d'Africains ont été déportés. Pas à cause de leur culture, pas à cause de leur religion, mais parce qu'ils étaient perçus comme naturellement inférieurs et donc exploitables. Le racisme devient ainsi un outil de domination. Et ce n'est pas fini. Même après l'abolition de l'esclavage, les anciens empires coloniaux ont gardé une logique raciale. En Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, les colonisés étaient soumis, surveillés, dominés. Pourquoi? Parce que l'idée raciale justifie encore la hiérarchie du monde. En 1940, dans l'Empire français, seuls 2% des colonisés africains avaient accès à des droits civiques complets. Le reste était régi par le code de l'indigénat. Aujourd'hui encore, ce déséquilibre persiste. En France, selon l'INSEE, un homme noir diplômé a 4 fois plus de chances d'être au chômage qu'un homme blanc au même niveau d'études. Les contrôles aux faciès ciblent massivement les jeunes perçus comme arabes ou noirs. En 2017, le défenseur des droits rapportait que ces jeunes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés. On pourrait penser que le racisme est avant tout une ignorance, une peur de la différence. Le racisme, ce n'est pas la haine. C'est le pouvoir de décider qui vaut plus que qui. Et dans un rapport de force, il y a toujours celui qui domine et celui qui subit. Beaucoup pensent « je ne suis pas raciste, donc le racisme n'est pas un problème ». Mais c'est une erreur, parce que le racisme ne dépend pas seulement des convictions personnelles. Il est aussi inscrit dans les règles, les normes et les institutions. Prenons un exemple simple. Une jeune femme d'origine malienne, diplômée, postule un poste. Elle envoie 50 CV. Aucun retour. Elle décide de changer son prénom sur son CV. Elle passe de Aïssatou à Marie. Et en quelques jours, elle décroche 2 entretiens. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas une insulte, c'est un système qui favorise certains profils et en défavorise d'autres. Une étude menée en 2021 par l'Institut Montaigne
montre qu'un candidat portant un prénom d'origine arabe a 25% de chances de moins d'être convoqué à un entretien. Dans le logement, c'est pareil. Les testings montrent que les noms à consonance africaine ou maghrébine déclenchent 40% de réponses en moins de la part des agences immobilières. Cela ne veut pas dire que tous les agents immobiliers sont racistes. Cela veut dire que le système, les habitudes, les automatismes créent un déséquilibre. C'est là qu'intervient la notion de racisme systémique. Un système où l'égalité est affichée, mais où l'inégalité est produite quotidiennement. Et cela se transmet partout. Dans les écoles, où certains enfants sont orientés plus vite vers des filières courtes. Dans la police, où les contrôles faciès sont monnaie courante. Dans les médias, où certaines communautés, comme la nôtre, ne sont montrées qu'en cas de problème. Prenons un exemple historique. Aux États-Unis, après l'abolition de l'esclavage, les lois Jim Crow ont instauré la ségrégation raciale. L'objectif était clair, maintenir les Noirs dans une position inférieure, sans esclavage formel. Résultat, en 1960, 100 ans après la fin de l'esclavage, seulement 25% des Noirs américains avaient accès à l'enseignement supérieur. Encore aujourd'hui, le patrimoine moyen d'un foyer blanc aux États-Unis est 7 fois supérieur à celui d'un foyer noir. Ce n'est pas seulement une question d'effort individuel, c'est une conséquence historique, politique, systémique. Alors, que faire de ce constat? Est-ce qu'on baisse les bras? Est-ce qu'on se dit que tout est perdu? Non. Mais il faut accepter que le racisme n'est pas une affaire de méchanceté. C'est une affaire de pouvoir, et comme tout rapport de force, il peut être modifié. Le racisme ne tombe pas du ciel. Il est fabriqué par les sociétés. Il s'inscrit dans des lois, des politiques, des médias, des pratiques. Par exemple, l'apartheid en Afrique du Sud était une organisation juridique du racisme. Aujourd'hui encore, certains mécanismes perdurent. En France, comme dans d'autres pays européens, les quartiers défavorisés sont majoritairement habités par des populations issues de l'immigration post-coloniale. L'accès à l'emploi, au logement, à la santé y est plus difficile. Le racisme se traduit par une inégalité d'accès aux ressources. Prenons l'image du tabouret. Imaginez deux personnes, l'une sur un tabouret, l'autre au sol. Si celle du haut dit « on est égaux maintenant, mais garde le tabouret », la situation n'a pas changé. L'égalité réelle nécessite une transformation des structures. Des exemples de transformation positive existent. En Afrique du Sud, après l'apartheid, une commission Vérité et Réconciliation a permis de documenter les crimes racistes. Au Canada, des excuses officielles ont été présentées aux communautés autochtones pour les violences historiques. En France, certaines entreprises ont mis en place le CV anonyme pour éviter le biais ratio. Ce sont des pas, encore insuffisants certes, mais nécessaires. Et surtout, il faut changer le récit collectif. Le pouvoir du storytelling. C'est là que le rôle des médias, des créateurs, des écrivains, des profs, des parents devient fondamental. Parce qu'on ne combat pas une idéologie seulement par les lois. On la combat aussi par des récits alternatifs. Montrer la diversité. Valoriser les talents issus des minorités. Enseigner l'histoire coloniale. Parler des résistants noirs, arabes, asiatiques. De ceux qui ont construit les nations et qu'on oublie trop souvent. Par exemple, est-ce que vous savez qu'en France, plus de 500 000 soldats africains ont combattu pendant la Première Guerre mondiale? Pourtant, leur nom reste absent des livres scolaires. Effacer, c'est aussi dominer. Se souvenir, c'est résister. Il faut garder en tête que ce n'est pas la couleur de peau qui crée l'inégalité. C'est le pouvoir qu'on y associe. Dire que le racisme est un rapport de force, c'est comprendre qu'il ne s'agit pas juste de mots blessants. C'est comprendre que derrière chaque acte, chaque exclusion,
chaque stéréotype, il y a un déséquilibre de pouvoir. Et c'est aussi une bonne nouvelle, parce qu'un rapport de force, ça se renverse. Par la connaissance, par la solidarité, par la loi, par l'éducation, par le pouvoir économique, et surtout, par la volonté. Le petit garçon de tout à l'heure, celui à qui on a dit qu'il ne pouvait pas être capitaine, il a grandi, il a compris, il a refusé de rester en bas. Il s'est battu pour monter, non pas sur le tabouret, mais pour supprimer le tabouret. Pour que les enfants derrière lui ne soient plus jamais définis par leur couleur, mais par leur courage, leur intelligence, leur humanité. C'est ça l'enjeu. Comprendre que le racisme n'est pas un accident, c'est un système. Et tout système peut être renversé, à condition d'avoir le courage de le regarder en face. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que le racisme est bien un rapport de force? J'attends ton avis dans les commentaires. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.